Et si je te disais que les plus grandes questions de ta vie ont été posées il y a plus de 2000 ans et qu'elles restent encore sans réponse aujourd'hui? Qui es-tu? Que signifie bien vivre? Que veux-tu vraiment de l'existence? La ville qui a osé poser toutes ces questions était petite, poussiéreuse, pleine de contradictions. Mais c'est là qu'est née une idée qui allait bouleverser à jamais le destin de la pensée humaine. Bienvenue à Athènes. Athènes. En 399 avant Jésus-Christ. La ville vibre sous le soleil et sous le poids de l'histoire qu'elle ne sait pas encore être en train d'écrire. Elle est compacte, plus un corps qu'une carte. Moins de 250 000 âmes y vivent, et pourtant, elle bouillonne comme une capitale du monde. Il y a des temples dressés aux dieux, des colonnes défiant la gravité, des marchés où se mêlent politique et pain frais, des gymnases où les corps se façonnent et les idées s'échangent entre deux courses. C'est un lieu de rencontre, de corps, de croyances, de questions. Et au centre de tout cela, quelque chose commence à naître. Ce n'est pas un empire, ce n'est pas une armée. C'est une pensée. C'est difficile à imaginer aujourd'hui, entouré d'algorithmes et de distractions. Mais il fut un temps où la question la plus importante que l'on pouvait poser n'était pas « combien ça coûte ?» ou « qui a gagné ?» mais bien « comment devons-nous vivre ?» C'est dans cette Athènes en ébullition que naît Platon. Fils d'une famille riche, aristocratique, destinée au pouvoir. Son sang est noble, ses études assurées. Il aurait pu choisir n'importe quelle voie, politique, militaire, commerçante. Mais quelque chose en lui brûle autrement. Il n'est pas satisfait du monde visible. Il veut comprendre l'invisible. Qu'est-ce qui rend une vie digne d'être vécue? Pourquoi tant de gens se trompent-ils dans ce qu'ils choisissent trop d'aimer, de poursuivre, de bâtir? Platon refuse de vivre en pilote automatique. Il veut arrêter la machine, soulever le capot de l'âme humaine et comprendre comment elle fonctionne. Et plus encore, il veut aider les autres à faire de même. Mais d'où vient cette soif intérieure? Peut-être de la ville elle-même, car si Athènes est grandiose, elle est aussi confuse. Elle a des théâtres pleins de beauté, mais des rues pleines de misère. Elle prône la liberté d'expression, mais pratique les lynchages publics. Elle a inventé la démocratie, mais elle a choisi de tuer Socrate, le plus grand penseur qu'elle ait jamais connu. Oui, la cité du débat a condamné à mort celui qui savait le mieux débattre. Et Platon a tout vu de près. Mais avant de raconter cette blessure fondatrice, il faut comprendre qui il était avant la douleur. Il grandit en jeune homme brillant, avide de savoir. Il apprend la poésie, les mathématiques, la musique, la politique. Mais rien de tout cela ne le satisfait. Il a l'impression d'être cerné par des mots creux, des opinions superficielles, des certitudes fragiles. Jusqu'au jour où il entend un homme parler. Un homme laid, au comportement étrange, qui n'écrit pas une seule ligne, mais qui questionne mieux que quiconque. Cet homme s'appelle Socrate. Et quand Socrate parle, le monde s'arrête. Il n'enseigne pas, il interroge. Il ne prêche pas, il enquête. Il parcourt les places en demandant « Sais-tu ce qu'est le courage, la justice, l'amour ?» Et de question en question, il démonte toutes les certitudes de ceux qui croyaient savoir. Platon est captivé par cette méthode comme par un enchantement. Pour la première fois, quelqu'un ne cherche pas à gagner une discussion, mais à comprendre la vie. Il ne vend pas une idée, mais perce les illusions pour voir s'il en reste une vérité. Cette amitié avec Socrate n'est pas un hasard. C'est une révolution intérieure. C'est comme si Platon trouvait enfin une langue que son âme parlait en silence depuis toujours. Et sous l'impact de ce maître, il choisit son but ultime. Aider les êtres humains à atteindre l'eudaimonia, un mot grec difficile à traduire, mais que l'on pourrait appeler accomplissement profond, épanouissement intérieur,
un état de l'âme où tout fait sens. L'eudaimonia n'est pas un bonheur superficiel. Ce n'est pas du plaisir immédiat. C'est ce que l'on ressent quand on comprend qui l'on est et que l'on vit en accord avec cela. Mais comment y parvenir? Ce sera l'obsession de Platon pour le reste de sa vie. Et il tentera d'y répondre de la seule manière qu'il juge honnête, en pensant profondément, contre le temps, contre la foule, contre le sens commun. C'est pourquoi, à la différence de Socrate, Platon choisit d'écrire. Et pas qu'un peu. Il écrit 36 ouvrages, des dialogues minutieusement construits où les idées prennent forme comme des personnages, où la pensée n'est pas un sermon mais une conversation. Et dans presque tous, au cœur des échanges, il y a Socrate. Platon transforme le maître que la cité a fait taire en personnage immortel, un hommage, un cri, une forme de résistance. Mais maintenant, une question. Pourquoi cela devrait-il te concerner? Pourquoi l'inquiétude d'un Grec d'il y a 2000 ans aurait-elle quelque chose à te dire aujourd'hui? La réponse est simple. Parce que le monde dans lequel tu vis, avec ses névroses, ses quêtes incessantes, ses promesses de succès et de célébrité, n'est pas si différent d'Athènes. Parce que, comme à cette époque, tu es bombardé d'opinions, de slogans, de formules toutes faites. Suis ton cœur. L'argent fait tout. La célébrité, c'est le succès. Tu mérites tout de suite. Mais ces phrases mènent-elles vraiment à l'accomplissement? Ou bien sommes-nous, comme le disait Platon, tirés dans tous les sens par des chevaux sauvages, émotions déchaînées, désirs sans repère, impulsions qui arrachent l'âme dans des directions contraires? Ce qu'il nous propose, c'est une alternative radicale. Pense vraiment. Pas comme on choisit un produit sur une étagère, mais comme on nettoie le miroir de l'âme pour enfin se voir. Et pour cela, il faudra renoncer à beaucoup. À la facilité des certitudes, à la sécurité du troupeau, à la précipitation d'une vie non interrogée. Platon nous appelle à un chemin plus difficile, mais plus authentique. Et curieusement, tout commence par une négation. Par le courage de dire « je ne sais pas ». Car seuls ceux qui admettent leur ignorance peuvent chercher avec sincérité. Et seuls ceux qui cherchent avec sincérité peuvent trouver quelque chose qui mérite d'être vécu. Athènes a peut-être été la scène, Socrate, le détonateur. Mais Platon fut l'architecte de l'âme occidentale. Et avant que tu ne dises que tout cela est comme affaire de philosophe, sans lien avec la vie réelle, pense à ceci. Tout le monde cherche à être heureux. Mais combien réfléchissent ici vraiment à ce que cela signifie? Peut-être que ta quête d'accomplissement est bloquée non par manque d'efforts, mais par excès de doxa, d'idées héritées, de désirs fabriqués, de chemins empruntés aux autres. Et Platon dirait, avant de courir, regarde où tu vas. Avant d'aimer, demande-toi ce qu'est l'amour. Avant de vivre, demande-toi ce que signifie bien vivre. C'est cette invitation qu'il nous adresse. Et dans les prochaines parties, nous plongerons dans les 4 grands chemins qu'il a tracés pour atteindre l'eudaimonia. Penser avec clarté, aimer de manière transformatrice, reconnaître la beauté comme message et redessiner la société comme reflet de l'âme. Mais rien de tout cela n'aura de sens si tu ne relèves pas d'abord ce défi initial, t'arrêter, penser et oser te demander « Est-ce que je vis comme mon âme a besoin de vivre ?» As-tu déjà eu l'impression que tu étais sur le point de dire quelque chose d'important, mais que les mots ne venaient pas? As-tu déjà ressenti cette angoisse sourde, ce pressentiment qu'il y a quelque chose de profondément désajusté dans ta vie, sans savoir exactement quoi? Ce sentiment d'être sur le bon chemin, d'une version de toi que tu n'es même pas sûr d'être vraiment? Si tu as déjà ressenti cela, alors tu comprends, même sans le savoir, ce qui animait Platon. Et plus encore, ce qui animait Socrate, l'homme qui l'a transformé. Socrate. Son nom résonne comme un murmure dans les murs de la philosophie. Mais derrière ce nom, il n'y a ni livre,
ni théorie systématique, ni manuel de conduite. Il n'y a qu'un homme. Et des questions. Beaucoup de questions. Socrate n'a rien écrit. Tout ce que nous savons de lui, c'est grâce à Platon. Et pourtant, l'impact de son existence a été si profond que plus de 2000 ans plus tard, nous sommes encore troublés par ses interrogations. Car Socrate ne voulait pas te convaincre. Il voulait te faire douter. Imagine quelqu'un qui déambule dans ta ville, vêtu simplement, les pieds poussiéreux, interpellant des inconnus dans la rue pour leur poser des questions que personne ne veut entendre. Sais-tu ce qu'est la justice? Qu'est-ce que le courage? Que signifie bien vivre? Au début, il semble juste excentrique. Ensuite, provocateur. Mais à un moment donné, tu réalises qu'il fait quelque chose que plus personne ne fait. Il t'oblige à penser. Et penser, vraiment penser, fait mal. Socrate ne cherchait pas à gagner des débats. Il voulait démolir les illusions. Il n'était pas un philosophe au sens moderne, avec des conférences et des livres. Il était un artisan de l'âme, un éveilleur de conscience. Et sa méthode était simple, mais dévastatrice. Il posait des questions. Rien que cela. Mais des questions si précises, si bien choisies, qu'elles laissaient scier l'autre à nu. Nu intellectuellement. Les gens se rendaient compte qu'il vivait par habitude, par imitation, par tradition. Et qu'il ne savait pas expliquer pourquoi il faisait ce qu'il faisait, pourquoi il croyait ce qu'il croyait. Aujourd'hui, peut-être que Socrate aurait une chaîne YouTube. Peut-être même pas. Peut-être serait-il ce vieux monsieur étrange sur la place publique que personne n'écoute? Ou pire, ce commentaire inconfortable dans ton fil d'actualité, celui que tu fais défiler vite parce qu'il touche là où ça fait mal. Et voilà le cœur du problème. Socrate ne donnait pas de réponse toute faite. Il te poussait vers l'inconfort de penser par toi-même. Et pour cela, il fut condamné à mort, accusé de corrompre la jeunesse et de ne pas respecter les dieux de la cité. Mais ce qu'il faisait en réalité, c'était autre chose. Il apprenait aux jeunes à ne pas accepter le monde tel qu'il est. Et ça fait toujours peur à ceux qui détiennent seul le pouvoir. Platon a vu tout cela. Et ce qu'il a vécu aux côtés de Socrate l'a marqué à jamais. Il a vu le maître être ridiculisé, haï, puis jugé. Il a vu une foule préférer l'ignorance partagée à la lucidité individuelle. Il a vu la cité qui se vantait de sa démocratie choisir de faire taire sa conscience la plus vive. Et c'est là, devant la coupe de ciguë, que naît le philosophe qui allait modeler l'Occident. Mais qu'est-ce qui rend Socrate encore si révolutionnaire aujourd'hui? Peut-être le fait qu'il nous ait appris une chose que nous avons oubliée, que vivre sans examiner sa propre vie est, comme il le disait, indigne. Il ne suffit pas d'avancer, il faut s'arrêter, interroger, scruter, se regarder en face avec la même attention qu'on donne à nos écrans. Soyons honnêtes, as-tu déjà eu une conversation où quelqu'un t'a vraiment écouté? Pas pour répondre, pas pour corriger, pas pour consoler, mais pour t'aider à penser plus clairement. Une conversation où tu t'es senti vu, non pas pour ce que tu montres, mais pour ce que tu essaies encore de comprendre en toi? C'est rare, très rare. Nous vivons à l'ère du bruit, de la performance, de la réponse instantanée. Tout le monde veut dire quelque chose. Peu veulent comprendre quoi que ce soit. C'est pourquoi la méthode socratique, bien qu'ancienne, est plus nécessaire que jamais. Elle nous apprend à poser la bonne question, non pas à l'autre, mais à soi-même. Réfléchis. Combien de décisions as-tu prises parce que c'était ce qu'il fallait faire? Combien de chemins as-tu suivis parce qu'ils semblaient les plus logiques, les plus sûrs, les plus attendus? Combien de choix as-tu avalé pour ne décevoir personne par peur ou parce que tu pensais qu'il était trop tard pour changer? Maintenant, demande-toi, combien de ces décisions étaient vraiment les tiennes? Le chemin socratique, c'est cela. Retourner la question. Te faire douter de ce qui semblait aller de soi, et si tu entretiens ce doute avec honnêteté, il devient clarté.
Platon a transformé cela en rituel philosophique. Dans chacun de ces dialogues, on voit ce mouvement. Quelqu'un, rempli de certitude, rencontre Socrate, et à la fin, il se tait, mais pas d'un silence de défaite, d'un silence de révélation, celui de quelqu'un qui, pour la première fois, s'est vu sans masque. Aujourd'hui, nous sommes constamment poussés à avoir des certitudes, à avoir une opinion sur tout, à parler avec assurance, même quand on ne sait rien. Mais Platon, à travers Socrate, nous rappelle ceci. Le courage n'est pas d'avoir toutes les réponses. C'est d'avoir l'humilité de poser la bonne question. Et si tu trouves tout cela trop abstrait, essaie. Tu n'as pas besoin d'être un philosophe professionnel. Il te suffit d'un après-midi, d'une feuille blanche et de courage. Demande-toi, pourquoi est-ce que je fais vraiment ce travail? Qui suis-je en train d'essayer d'impressionner? Quelle peur m'empêche de changer? Qu'est-ce que j'essaie de prouver et à qui? À quoi ressemblerait une vie bonne, pour moi, si personne ne me regardait? Ces questions n'ont pas de réponse facile. Et peut-être que tu n'aimeras pas ce que tu découvriras. Mais comme le disait Platon, ce n'est qu'en affrontant nos propres ombres que nous pouvons marcher vers la lumière. Et cela a des conséquences. Tu pourrais réaliser que tu as passé 10 ans à vouloir plaire à tes parents, même adultes, que tu es entré dans une relation par peur de la solitude, et non par amour, que tu as choisi une carrière pour le statut, pas pour la passion, que tu vis selon un scénario hérité, un script de la société, de ta famille, des réseaux. Et une fois que tu vois cela, tu ne peux plus faire semblant. Car la connaissance de soi est comme la vérité. Inconfortable mais libératrice. Le drame, c'est qu'on nous a appris à fuir cet inconfort, à l'anesthésier avec des distractions, à éteindre l'angoisse avec des promesses de bonheur rapides. Mais la vie examinée, la seule vraiment digne d'être vécue, demande du courage. Et ce courage, disait Socrate, naît de l'humilité. Alors, la prochaine fois que tu te retrouveras en silence, confus, angoissé, ne fuis pas. Ne remplis pas le vide avec plus de contenu, plus d'écran, plus de bruit. Assieds-toi, respire et interroge, pas les autres, toi-même. Parce que la philosophie, au fond, ce n'est pas une théorie, c'est une libération. Et quand Platon nous présente Socrate, il ne fait pas que préserver la mémoire d'un homme. Il te tend, à toi, l'invitation que son maître a lancée il y a 2400 ans. Aie le courage de penser ta propre vie. Et si tu es arrivé jusqu'ici, quelque chose en toi a déjà accepté cette invitation. La suite ne sera pas simple. Nous allons parler d'amour, mais pas de l'amour des comédies romantiques. Nous allons parler d'un amour qui transforme, qui confronte, qui révèle ce que tu n'es pas encore, mais que tu peux devenir. Mais avant cela, arrête-toi un instant, ferme les yeux et demande-toi, avec sincérité, est-ce que ce que j'appelle moi m'appartient vraiment? Si cette question a remué quelque chose en toi, si cette conversation a allumé une étincelle que tu ne peux plus ignorer, alors continue cette aventure avec nous. Il y a encore beaucoup à découvrir. Es-tu déjà tombé amoureux de quelqu'un qui semblait incarner tout ce que tu n'étais pas, mais que tu rêvais de devenir? Peut-être que cette personne était plus confiante, plus légère, plus disciplinée. Peut-être qu'elle voyait le monde avec plus de douceur ou avec plus de lucidité. Peut-être qu'elle possédait une force intérieure que tu reconnaissais à distance, sans savoir comment la cultiver en toi-même. Et, sans vraiment comprendre pourquoi, tu sentais « Être près de cette personne me donne envie de grandir ». C'est à partir de ce point que Platon commence à parler d'amour. Et c'est là que le monde moderne commence à trébucher. Car pour la plupart des gens, aimer signifie être accepté, être désiré tel que l'on est, être reconnu, accueilli, validé.
Mais Platon propose l'inverse. Pour lui, le véritable amour n'est pas un miroir dans lequel on se voit beau. C'est un miroir qui te montre ce que tu pourrais devenir. Mais pourquoi cela effraie-t-il autant de monde? Peut-être parce que nous avons été éduqués à voir l'amour comme un lieu de repos, un refuge, un antidote à la dureté du monde, et l'amour peut être tout cela. Mais selon Platon, avant d'être un réconfort, l'amour est un réveil. C'est le moment où ton âme comprend que quelque chose en toi n'est pas encore né. Et la présence de l'autre devient l'accouchement de cette nouvelle version de toi. C'est pour cela que, dans Le Banquet, l'un des dialogues les plus beaux de Platon, l'amour est présenté comme quelque chose d'agité, parfois inconfortable. Il n'y a pas de promesse éternelle, pas de mélodrame. Il y a du vin, des amis, des confessions. Et, surtout, la révélation que l'amour, dans son essence, c'est l'admiration profonde. T'es-tu déjà interrogé là-dessus? Combien de tes relations ont été fondées sur une vraie admiration, et non sur le manque, la commodité ou la projection? Platon dit « L'amour qui transforme naît de l'admiration pour les qualités que possède l'autre, et que tu es encore en train d'essayer de développer. Si tu es impulsif, peut-être admires-tu la sérénité de l'autre. Si tu es désorganisé, tu admires sa structure. Si tu as peur du monde, tu admires son courage. Et ce désir de s'approcher est en réalité le désir de devenir un peu plus comme cette personne. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de laisser l'amour te rééduquer. Et c'est là que les choses se compliquent. Aimer quelqu'un, selon Platon, ce n'est pas seulement le désirer. C'est accepter d'être transformé par lui. Et cela demande de l'humilité, de la maturité, une vraie volonté de grandir. Es-tu prêt pour cela? Pose-toi la question. Es-tu vraiment prêt à laisser l'autre te confronter? À te montrer où tu répètes des schémas destructeurs? À te signaler quand tu te sabotes, te caches ou fais semblant? Es-tu prêt à entendre qu'il existe encore en toi des versions qui doivent ainsi mourir pour que d'autres puissent naître? Ou veux-tu seulement une histoire tranquille, où personne ne t'oblige à changer? Platon savait que cette décision changeait tout, parce que l'amour qui ne transforme pas anesthésie. Et l'amour qui anesthésie paralyse. Regarde autour de toi. Combien de couples vivent ensemble mais ne grandissent pas? Ils se répètent, s'annulent. Ils vivent selon des contrats silencieux. Ne me montre pas qui je suis vraiment et je ne te montrerai pas non plus. Un pacte de convenance où l'intimité devient un territoire neutre. Rien ne fleurit là. On y survit. Mais l'amour que défend Platon ne veut pas survivre. Il veut transcender. Et pour cela, il exige du face-à-face. Il exige de la persévérance. Car aimer vraiment n'est pas un simple sentiment. C'est une pratique philosophique. C'est voir en l'autre une échelle, et non un miroir. Un chemin qui t'élève, qui te bouscule, qui te dépasse. Et peut-être te demandes-tu, mais est-ce que cela ne rend pas l'amour épuisant? Et où sont le plaisir, la légèreté, la spontanéité? La réponse de Platon est déconcertante. Le plaisir le plus profond est celui de grandir. Il n'y a pas de joie plus vraie que celle de laisser derrière toi des versions limitées de toi-même, de devenir plus lucide, plus libre, plus entier, et que cela soit arrivé parce que quelqu'un a eu le courage de te montrer ce que tu n'étais pas encore. Mais attention, cela ne veut pas dire se soumettre à des relations abusives, autoritaires ou inégales. L'amour platonicien n'est pas une hiérarchie. C'est une réciprocité transformatrice. Les deux deviennent miroir et échelle. Les deux s'éduquent, se reconstruisent, se révèlent. C'est une danse délicate entre confrontation et bienveillance. Peux-tu imaginer cela? Une relation où, au lieu d'exiger que l'autre t'accepte tel que tu es, tu le remercies de te pousser à devenir meilleur? Un lien où la sincérité n'est pas vue comme une attaque, mais comme un acte d'amour radical. Une rencontre où chacun séduit l'autre,
non par des masques, mais par l'invitation à la vérité? Combien de relations de ce type as-tu déjà vécues? Combien de personnes as-tu aimées non pour ce qu'elles te donnaient, mais pour ce qu'elles t'inspiraient à construire? Combien de fois as-tu eu le courage de dire « Je t'admire profondément et je veux devenir un peu plus ce que tu me montres comme étant possible ». C'est rare, mais c'est possible. Platon nous le rappelle, non avec du romantisme, mais avec une honnêteté brutale. Et peut-être que tu te dis en lisant tout cela, « Je n'ai jamais connu un tel amour ». Parfait. Cela signifie qu'il y a encore quelque chose de nouveau qui t'attend. Car l'amour, selon Platon, ne dépend pas du hasard. Il dépend de ta disposition intérieure, de ta capacité à renoncer à des amours tièdes, à des relations qui ne font que te valider, et à chercher quelque chose de plus exigeant, de plus vertical. Et tu sais ce qui se passe alors? Tu arrêtes d'accepter n'importe quoi. Tu arrêtes de trouver beau ce qui est facile. Tu commences à chercher des personnes qui te défient, qui te déstabilisent, qui t'élèvent, même si, au début, cela te met mal à l'aise. Et ce malaise est le prix de l'évolution. Au fond, aimer comme le propose Platon est un acte de courage. C'est dire « Je veux grandir, et je veux quelqu'un qui grandisse avec moi. » Pas quelqu'un qui m'épargne la douleur, mais quelqu'un qui marche avec moi à travers elle. Pas quelqu'un qui m'accepte passivement, mais quelqu'un qui me provoque avec tendresse. Pas quelqu'un qui me complète, mais quelqu'un qui me révèle là où je suis encore incomplet. C'est ça, la révolution de l'amour philosophique. Et si tout cela te semble trop lourd, peut-être que ce qu'on t'a appris sur l'amour est trop léger. L'amour réel, l'amour qui te transforme, ne sera jamais simple. Mais il sera toujours libérateur. Es-tu prêt à laisser l'amour t'éduquer? Parce que si tu l'es, la vie qui t'attend ne sera plus jamais la même. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines choses, des lieux, des visages, des objets, des musiques, te figent de l'intérieur? Ce n'est pas qu'une question de goût. Ce n'est pas seulement esthétique. Il y a des instants où la beauté nous confronte. Elle nous désarme. Elle nous fait ressentir sans qu'on comprenne pourquoi. Ce que Platon a découvert, c'est que la beauté n'est pas un ornement. C'est un message crypté, un code philosophique, et peut-être l'appel le plus discret à la transformation que tu aies jamais reçu dans ta vie, sans même t'en rendre compte. Personne ne regarde une montagne en disant « Prouve-moi que tu es belle ». Personne ne demande d'explication à un coucher de soleil, ni à l'architecture d'un temple, ni au sourire involontaire qu'éveille une vieille chanson. La beauté passe par une porte que la raison ne verrouille pas. Et pourtant, elle nous transforme. Mais pourquoi? Pourquoi quelque chose qui ne règle pas nos factures, ne nourrit pas notre corps, ne nous protège pas du froid, peut-elle nous émouvoir aussi profondément? Platon fut le premier à prendre cette question au sérieux, philosophiquement. Et comme toujours, sa réponse n'était pas évidente. Pour lui, la beauté n'est pas un luxe, c'est une nécessité de l'âme. Et c'est là que commence l'émerveillement. Car dans le monde actuel, la beauté est devenue synonyme de vanité, de normes, d'apparence. On associe le beau au superficiel et le laid à l'authentique. Mais pour Platon, cette opposition est une erreur. La beauté véritable ne cache rien, elle révèle. Elle ne déguise pas, elle invite. Elle nous montre en silence qui nous pourrions encore devenir. Comment cela? Imagine ceci. Tu entres dans une maison et tu ressens de la paix. Aucun désordre, aucun excès. La lumière entre comme il faut. Les couleurs se répondent. L'espace ne t'étouffe pas, ne te disperse pas, et tu remarques quelque chose d'étrange. Cette maison te parle d'harmonie, et de combien tu en as peut-être été éloigné. Ou bien tu écoutes une vieille chanson.
Elle ne t'apporte aucune réponse, mais elle rouvre une blessure endormie, une mémoire oubliée, une nostalgie que tu ne savais même pas avoir. Et tu te rends compte, cette musique te parle de tendresse, et peut-être aussi de combien tu es devenu dur pour te protéger. Ou encore, tu observes un tableau, un corps peint au repos, des traits doux, un regard perdu, une expression désarmée, et sans savoir pourquoi, tu sens monter les larmes, parce que là, tu te rappelles quelque chose que tu avais oublié, la douceur. Et combien tu as été cruel envers toi-même, exigeant, pressé, écrasant chaque erreur comme si elle méritait une punition. La beauté, disait Platon, nous touche ainsi, non par des arguments, mais par des suggestions. Elle ne contraint pas, elle propose. Elle ne force pas, elle offre. Elle nous rappelle par contraste ce que nous avons oublié. Et pour cette raison, il disait « Nous trouvons les choses belles quand nous y reconnaissons des qualités que notre âme désire développer. Quand nous voyons l'harmonie et que nous ressentons notre chaos, quand nous voyons la légèreté et sentons notre propre lourdeur, quand nous voyons la force paisible et réalisons combien nous vivons à vif. La beauté, alors, n'est pas seulement une expérience esthétique, c'est une révélation éthique. Elle nous montre avec douceur ce qui nous manque. Et cela change tout, car si la beauté est un langage, alors être entouré de beauté n'est pas un luxe élitiste, c'est un acte thérapeutique. Tout comme le corps a besoin d'air pur, de nourriture saine, de repos, l'âme a besoin d'images qui l'aident à se souvenir de ce qu'elle veut devenir. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir au type de beauté que tu consommes, à l'architecture de ton logement, au ton de voix des gens avec qui tu vis, à l'ordre ou au désordre de ton espace, à la musique que tu écoutes chaque jour en conduisant, à l'esthétique des films, des vêtements, des gestes. Tout cela, sans que tu t'en rendes compte, te parle, façonne ton désir, accorde ou désaccorde ton âme. Et alors vient une question que Platon aurait adoré te poser. Si la beauté est si puissante, que se passe-t-il quand nous vivons entourés de laideur? La réponse est dure, mais nécessaire. Pour Platon, le laid n'est pas seulement ce qui déplaît aux yeux, c'est ce qui transmet des valeurs déformées. Une architecture laide, ce n'est pas seulement du béton mal posé, c'est une façon d'enfermer le regard, de rétrécir l'espace intérieur, de murmurer sans mots « le monde est hostile, froid, fonctionnel, habitue-toi ». Une musique vulgaire n'est pas seulement un rythme répétitif, c'est une manière d'entraîner le corps à réagir avant de ressentir, de banaliser le désir, de confondre le bruit avec le rythme, la dépendance avec le plaisir. Une publicité séduisante mais intellectuellement creuse n'est pas seulement du marketing. C'est une attaque contre l'attention, un détournement de la sensibilité, un cri qui dit « ne pense pas, consomme ». Et tout cela, disait Platon, éduque ou déséduque. C'est pourquoi il fut l'un des premiers à défendre que les artistes, architectes, poètes et peintres avaient un rôle éthique dans la société. Pas simplement divertir, mais former les âmes. Oui, former des âmes. Car lorsque tu contemples le beau, pas le beau faux, plastique, forcé, mais le beau qui révèle quelque chose d'essentiel sur l'existence, tu t'élèves, tu te raffines. Tu te rapproches d'une partie de toi qui était peut-être endormie. C'est comme si le monde, à travers une fleur, une sculpture, une note de musique, te disait « Tu peux être plus que ce que tu as été ». Et c'est, peut-être, la phrase la plus philosophique que la beauté puisse dire. Mais c'est aussi une accusation. Car en nous montrant ce qui est possible, la beauté nous confronte à ce que nous avons choisi de ne pas devenir. Et cela fait mal. Ça fait mal de réaliser qu'on est devenu rude, alors qu'on aurait pu être doux, qu'on s'est endurci, alors qu'on aurait pu demander de l'aide, qu'on s'est caché, alors qu'on aurait pu bâtir.
Ça fait mal de voir qu'il existe un chemin plus élevé, mais qu'il demande de l'effort, de la sensibilité, du silence, et surtout qu'il demande du temps, et qui aujourd'hui sait encore donner du temps au beau. Peux-tu regarder un tableau pendant 5 minutes entières? Écouter une chanson sans vérifier ton téléphone? Marcher dans une rue et observer les détails de la lumière, des ombres, de la géométrie autour de toi? Ou bien ton âme, sans le vouloir, a-t-elle désappris à regarder? Platon dirait, « Si ta vie est devenue laide, peut-être que tu n'écoutes plus ce que la beauté essaie de te dire. » Et elle parle. Elle ne s'arrête jamais de parler. Mais pour l'entendre, il faut quelque chose de rare aujourd'hui, l'attention. Et si tu y parviens, tu verras. Il y a de la beauté presque partout, dans la symétrie des feuilles, dans la discipline d'un danseur, dans la patience d'une mère, dans une parole dite au bon moment, dans le silence qui soulage, dans le geste de quelqu'un qui se soucie, sans se montrer. Ces moments, minuscules mais immenses, t'entourent, et tous te disent mais la même chose. Tu peux encore t'épanouir. C'est pourquoi Platon défendait que l'éducation esthétique était un devoir collectif. Prendre soin de la beauté de la ville, de l'école, de la place, du temple, c'était prendre soin de la santé spirituelle du peuple. Parce que personne ne grandit sainement entouré de bruit, de chaos, de cynisme et de désordre. La beauté n'est pas la fin, c'est le moyen. Le moyen de nous reconnecter à ce qui compte vraiment. Et maintenant, peut-être la question la plus importante de cette partie. As-tu été beau dans ta manière de vivre? Pas dans ton apparence, mais dans la façon dont tu te lèves, dont tu parles, dont tu écoutes, dont tu construis, dont tu aimes. Parce que la beauté, ce n'est pas seulement ce que l'on voit, c'est ce que l'on est, quand on est entier. Et si ton âme était une ville, avec ses rues, ses places, ses bruits, ses décisions, avec ses poubelles et ses temples, avec ses vices et ses vertus marchant côte à côte. Maintenant, imagine que toutes les villes du monde soient, en réalité, le reflet d'âmes collectives. Le trafic, l'architecture, les débats au Parlement, la qualité du silence. Tout, absolument tout, révélant ce que cette société croit être le bien. C'est exactement ainsi que Platon a commencé à imaginer ce que nous appelons aujourd'hui l'utopie. Athènes était en train de s'effondrer. Les guerres avaient à ronger ses fondations. La justice était corrompue. Le peuple, fatigué et manipulé par les démagogues, ne savait plus distinguer la sagesse de l'apparence. C'est dans ce contexte que Platon regarda autour de lui et pensa : il ne sert à rien de soigner les symptômes. Il faut redessiner l'organisme. Et il ne commença pas petit. Platon voulait redessiner toute la cité, mais pas avec des avenues ou des aqueducs. Il voulait redessiner le caractère de la cité, car pour lui, il n'existe pas de société juste composée d'individus égoïstes, ni de peuples vertueux guidés par des dirigeants cupides. Le collectif naît de l'âme, et l'âme des choix. C'est pourquoi, dans La République, il fait quelque chose de radical. Il transforme la cité en laboratoire moral et pose la question : à quoi ressemblerait un lieu qui enseigne, dès le berceau, à rechercher le bien? Pas le profit, pas la gloire, pas la reconnaissance militaire, mais le bien. Pause. T'es-tu déjà demandé ce que ta ville, ton école, ton quartier, ton pays, t'a réellement appris à admirer? Quand tu étais enfant, qui étaient les héros? Qui était applaudi à la télévision? Qui recevait des statues, des médailles, des couvertures de magazines? Platon avait compris que la cité qui forge ses héros forge les âmes de ses habitants. Et à Athènes, à son époque, les héros étaient des figures comme Alcibiade, un aristocrate brillant, mais vaniteux, instable, corrompu, ou des athlètes comme Milon de Crotone, boxeur glorifié non pour son éthique,
mais pour sa force brute. Le problème? Celui que tu admires façonne celui que tu cherches à devenir. Et si tu admires les mauvaises personnes, tu commences à désirer ce qui te détruit. Cette prise de conscience mena Platon à un projet audacieux: créer de nouveaux héros. Il les appela les gardiens. Pas des gardiens militaires, des gardiens éthiques, des personnes qui seraient des exemples publics non pour ce qu'elles possèdent, mais pour ce qu'elles sont. Des personnes vivant simplement, refusant le luxe, dédiant leur vie à l'éducation et au bien commun. Des dirigeants sans soif de pouvoir, des sages sans orgueil, des praticiens sans froideur. Des individus formés dès l'enfance pour devenir non pas des politiciens, mais des philosophes. Et c'est là que se produit la rupture. Car pour Platon, le problème de la politique ne résidait pas seulement dans qui gouverne, mais dans comment on choisit qui gouverne. Et dans la démocratie athénienne, comme dans de nombreuses démocraties modernes, le critère principal était la popularité, le discours, l'apparence, l'émotion. Ça te semble familier? Aujourd'hui, aux États-Unis par exemple, 60% des électeurs admettent qu'ils choisir leur candidat en fonction du charisme ou du sentiment d'identification, et non de propositions concrètes. Au Brésil, 52% disent voter pour celui qui semble sincère, même s'ils ne connaissent aucune de ses idées. C'est démocratique? Oui, mais pour Platon c'est dangereux, car une société qui vote sans réfléchir finit par être gouvernée par l'ignorance qu'elle cultive. C'est pourquoi il propose quelque chose de presque hérétique. Personne ne devrait voter sans avoir appris à penser avec clarté. Tout comme on n'autorise pas quelqu'un à piloter un avion sans formation, on ne devrait pas confier un pays à quelqu'un qui ne sait pas gouverner ses propres impulsions. Cela paraît autoritaire? Peut-être. Mais réfléchis. Combien de décisions politiques sont prises par vengeance, par peur, par manipulation médiatique? Combien de fois le bon sens n'est qu'un joli nom pour des idées reçues, non examinées? Platon ne voulait pas abolir la participation populaire. Il voulait l'élever, transformer le citoyen en penseur. Faire de la politique un exercice de philosophie pratique et de la philosophie un service public. C'est pourquoi il a fondé l'Académie. La première école avec un cursus complet, on y enseignait les mathématiques, l'astronomie, la logique, la musique, la gymnastique et l'éthique. Mais pas l'éthique comme matière théorique, l'éthique comme mode de vie. Là-bas, former un leader ne consistait pas à lui apprendre à gagner des débats, mais à lui apprendre à être juste, même quand personne ne le regarde. Maintenant, imagine ce modèle appliqué à ta propre ville. Imagine que les dirigeants ne puissent accéder au pouvoir qu'après des années de formation philosophique. Qu'ils soient encore choisis non par des campagnes millionnaires, mais par preuve de service au bien commun. Qu'on accorde du prestige, non pour une voiture, une maison ou un nom de famille, mais pour l'intégrité. Impossible? Peut-être. Mais pas plus que de rêver à un monde durable sans changer nos désirs. Et c'est cela que Platon avait compris. Le problème n'est pas dans la cité, il est dans le cœur des hommes. Et qu'est-ce qui transforme un cœur? Pas une loi, un modèle, un exemple réel, vivant, admirable. C'est pourquoi Platon, plus que de réinventer Athènes, voulait former de nouveaux Athéniens, des personnes qui admirent la vérité et non l'apparence, qui cherchent la sagesse et non les applaudissements, qui voient le pouvoir non comme une récompense, mais comme une responsabilité. C'était ça, son utopie. Mais pas une utopie magique, parfaite, inaccessible. Platon utilisait l'utopie comme un miroir, pour nous faire voir à quel point nous nous éloignons de ce que, au fond, nous savons être juste. Et voici le souffle de cette étape de la réflexion. Jusqu'ici, nous avons parlé de connaissance de soi, d'amour transformateur, de beauté comme boussole éthique, et maintenant, de société comme reflet de l'âme.
Tout est se connecté. Tu commences par te regarder à l'intérieur, puis tu choisis mieux ceux que tu aimes. Puis tu apprends à reconnaître la beauté qui t'élève. Et alors, tu ne peux plus tolérer une ville laide, pas seulement dans sa forme, mais dans ses valeurs. Et tu comprends. Changer le monde ne commence pas par une manifestation. Ça commence par de la philosophie, mais pas la philosophie des vieux livres poussiéreux. La philosophie vivante, présente, pratique. La philosophie qui demande quels sont les critères que j'utilise pour admirer quelqu'un. Que révèle mon vote sur mes propres valeurs? Quel type de pouvoir je désirerais si personne ne me regardait? Quel héros suis-je en train de forger dans l'autre, dans mes enfants, en moi-même? Ces questions font mal, parce qu'elles dévoilent. Mais c'est cela la tâche de Platon, nous déranger avec la possibilité d'être meilleur. Et si tu es encore ici, si tu as suivi ce parcours jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi sait. Tu n'es pas ici seulement pour consommer le monde. Tu es ici pour le recréer. Et la prochaine étape de cette recréation est politique. Mais pas la politique partisane, creuse, populiste. La politique comme construction de valeurs communes, comme guérison collective, comme architecture de l'âme publique. Platon disait « Le monde ne sera juste que lorsque les rois seront philosophes, ou les philosophes rois. » Peut-être savait-il que cela ne se réaliserait jamais littéralement. Mais peut-être voulait-il simplement nous dire « Tu dois commencer à te gouverner toi-même, comme un philosophe. » Car le monde que tu critiques dehors est fait par des gens comme toi. Et si le problème n'était pas le gouvernement, mais ceux qui votent, et si l'effondrement politique n'était pas la faute d'un parti, d'un dirigeant, d'une idéologie, mais le fruit de l'illusion que tout le monde est prêt à décider du destin de tous. Que se passe-t-il lorsque la liberté de choix est donnée à ceux qui n'ont jamais appris à penser? C'est la question la plus dangereuse de Platon, et peut-être la plus actuelle de toutes. Quand Platon dit qu'il est contre la démocratie, le monde moderne tremble. Comment ça? Le philosophe de l'âme, le maître de la justice, le penseur de l'utopie, contre le gouvernement du peuple? Oui, mais pas comme un tyran, ni comme un élitiste. Platon ne méprisait pas le peuple. Il redoutait ce que le peuple pouvait devenir lorsqu'il était abandonné à l'ignorance collective. Le problème pour lui n'était pas la liberté. C'était l'absence de préparation émotionnelle, intellectuelle et morale de ceux qui l'exerçaient. Revenons dans le temps. Athènes, 4e siècle avant Jésus-Christ. La démocratie est jeune, vibrante, bruyante. Les citoyens se rassemblent sur l'agora. Ils débattent, votent, jugent. Des hommes libres, lire, hommes athéniens, adultes, propriétaires. La démocratie était sélective. Les décisions se prennent à la majorité et le spectacle est permanent. Mais sur cette même agora, un homme a été condamné à mort. Socrate. Le philosophe le plus lucide de la cité, exécuté au poison parce qu'il a eu le courage de dire que la majorité pouvait se tromper. La majorité. Voilà le point crucial. Pour Platon, la majorité n'est ni la vérité, ni la justice, ni la sagesse. C'est juste un nombre. Et les nombres peuvent être manipulés, trompés, excités, menacés, abusés. Tu te souviens de la dernière fois qu'une élection a basculé à cause d'une rumeur? Platon, lui aussi, a vu cela arriver. Il a vu des orateurs brillants mais sans éthique manipuler les foules. Il a vu des citoyens applaudir des lois qui finiraient par les nuire. Il a vu des décisions prises sous l'effet de la peur, de l'orgueil blessé, de la colère ou du ressentiment. Combien de fois as-tu vu la même chose dans l'actualité? Combien de fois as-tu toi-même voté plus par émotion que par compréhension? Platon a compris très tôt. La démocratie sans éducation devient un théâtre. Une scène où tout le monde joue un rôle, mais personne ne comprend le scénario. Où la clameur décide du sort de la pièce. Et c'est pourquoi,
Il propose quelque chose de choquant. Seuls devraient voter ceux qui sont passés par une véritable formation philosophique. Oui, une sorte d'école de la raison, une académie de la citoyenneté, un parcours exigeant, long, transformateur, pour enfin accéder à la décision collective. Car pour Platon, voter est un acte sacré. C'est décider du futur d'une cité, d'une génération, d'une civilisation. Et personne ne devrait avoir ce pouvoir sans savoir ce qu'il fait. Cette proposition semble élitiste? Peut-être. Mais regarde autour de toi. Qui comprend vraiment les programmes des candidats? Qui a lu un plan de gouvernement? Qui sait distinguer une promesse populiste d'une proposition viable? Qui vote par conviction et non par colère? Selon les données de l'ONU, plus de 60% des démocraties dans le monde connaissent un recul démocratique. Et non à cause de coups d'État militaires, mais par le vote populaire. Oui, la tyrannie du XXIe siècle naît dans les urnes. Et si Platon était vivant aujourd'hui, il dirait peut-être « Je vous avais prévenu ». Car lorsqu'une société éduque mal ses citoyens, puis leur confie la destinée commune, elle n'offre pas la liberté, elle offre un précipice. Et voici la provocation la plus philosophique de toutes. Être libre, ce n'est pas faire ce qu'on veut, c'est savoir pourquoi on veut ce qu'on veut. À quoi sert le droit de vote s'il est juste le reflet des passions du moment? À quoi bon la liberté d'expression si elle ne fait que répéter des préjugés? Que vaut une constitution démocratique si personne ne la comprend? Platon propose un autre modèle, le gouvernement des sages, pas des riches, pas des héritiers, pas des professionnels du marketing, des penseurs, des gens formés à écouter, à réfléchir, à résister à l'impulsion, à examiner des arguments, à renoncer à l'ego. Des gens capables de dire « je ne sais pas » avant de dire « je décide ». Et plus encore, il propose que ces leaders ne veuillant pas gouverner. Oui, qu'ils soient réticents au pouvoir, qu'ils voient la fonction comme un devoir et non comme une gloire, qu'ils préfèrent l'anonymat à la renommée, le doute à la certitude, le bien commun à l'autopromotion. Cela semble utopique? Oui, et Platon le savait. Mais l'utopie pour lui n'était pas une destination, c'était une boussole. Quelque chose qui nous rappelle dans les temps de cynisme que le juste est encore pensable. Prenons une respiration. Jusqu'ici, Platon nous a appris à penser, à aimer, à contempler, à admirer, à douter de la foule. Mais il n'a pas encore fini. Sa critique de la démocratie n'est pas la fin d'un espoir, c'est le début d'une exigence. Exiger plus de nous-mêmes, ne plus être un public passif, arrêter de blâmer uniquement le gouvernement et commencer à se demander « Quel genre de société suis-je en train de construire par mes choix, mes exemples, mes silences ?» Car l'État n'est pas un monstre extérieur. Il est fait d'accumulation de décisions. Et la plupart de ces décisions ne sont pas prises dans les urnes, mais dans nos habitudes. Tu dis vouloir la justice, mais tu consommes des produits issus de l'exploitation. Tu dis vouloir une éducation de qualité, mais tu partages des vidéos pleines de désinformation. Tu dis détester la corruption, mais tu achètes sans reçu quand c'est moins cher. La démocratie commence quand on cesse de projeter la vertu sur l'État et qu'on commence à la pratiquer chez soi. C'est la leçon la plus dure de Platon. Il ne suffit pas de voter. Il faut mériter son vote. Il ne suffit pas de désigner les coupables. Il faut reconstruire les critères. Et peut-être, la démocratie que tu défends est en train de s'effondrer justement parce que nous avons oublié cela. Mais il y a de l'espoir. Platon a fondé l'Académie. Tu peux fonder la tienne, à l'intérieur de toi. Faire de ta vie un terrain d'entraînement philosophique. Poser des questions avant d'agir. Étudier avant d'opiner. Réfléchir avant de voter. Si cela te paraît peu, souviens-toi. Toute ville commence par un trait tracé sur le sol. Et si tu es encore là, si tu as suivi ce chemin jusqu'ici, alors tu es déjà en train de tracer les contours de ta nouvelle cité intérieure.
une cité où le bien n'est pas crié, il est vécu. Et si le destin du monde ne dépendait pas de nouveaux dirigeants, mais de personnes prêtes à devenir les dirigeantes d'elles-mêmes? Et si les plus sages occupaient les postes de décision? Et si les plus puissants apprenaient, avant toute chose, à penser? Pour Platon, ce n'était pas une utopie, c'était une nécessité. La seule issue réelle pour empêcher l'effondrement moral d'une civilisation. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez probablement déjà compris. Nous ne parlons pas seulement de structure politique. Nous parlons de votre vie. Au fil de 6 étapes, nous avons suivi les chemins tracés par Platon. Nous avons arpenté les rues animées d'Athènes, écouté le silence de Socrate avant la mort, affronté des vérités inconfortables, repensé l'amour, vu la beauté comme une boussole, et regardé en face les fissures des démocraties modernes. Et maintenant, nous arrivons au point le plus audacieux de toute la philosophie platonicienne, l'endroit où l'idéal rencontre le possible, où la pensée cesse d'être pure contemplation pour devenir pouvoir. Ce point a un nom, le roi philosophe. À première vue, cela ressemble à une allégorie, une fiction, un personnage presque irréel, quelqu'un capable d'unir sagesse et humilité, éthique et raison, vérité et service. Mais Platon ne délirait pas. Il analysait, comme quelqu'un qui regarde une cité malade et dit « Ce qui manque ici, ce n'est pas la force, c'est la conscience. » Le roi philosophe, pour lui, est plus qu'un chef d'État. C'est une métaphore vivante de ce qui arrive quand une personne unit connaissance de soi et responsabilité. Ce n'est pas quelqu'un qui domine les autres. C'est quelqu'un qui a appris à ne plus être esclave de lui-même. Et voici peut-être le plus grand tournant de tout ce voyage. Avant de gouverner quoi que ce soit à l'extérieur de vous, il faut apprendre à ne pas être gouverné de l'intérieur. Vous pouvez connaître tous les discours sur la justice. Vous pouvez vous indigner face à la corruption. Vous pouvez vous révolter contre les absurdités du monde. Mais si vous ne savez pas encore qui vous êtes, vous resterez un citoyen incomplet. Le vrai danger, selon Platon, ce ne sont pas les tyrans qui oppriment le peuple. Ce sont les personnes gouvernées par leurs impulsions, leurs insécurités, leurs désirs d'enfant, leur vanité non résolue. Ce sont celles qui n'ont jamais appris à se dire non et qui, pour cette raison, essaient de contrôler les autres à tout prix. C'est la tyrannie la plus fréquente et la plus invisible. Le roi philosophe est, avant tout, l'antidote à cette tyrannie. Mais alors, pourquoi cette figure semble-t-elle si irréelle? Pourquoi ce type de leader n'apparaît-il presque jamais? La réponse est inconfortable, parce qu'il ne séduit pas les foules avec des promesses. Il ne crie pas. Il ne dramatise pas. Il ne manipule pas. Il observe. Il écoute. Il questionne. Il attend. Et cela exige un public préparé. Et ce public, souvent, n'est pas encore prêt. C'est pourquoi Platon disait que le monde ne serait équilibré que lorsque les gouvernants seraient philosophes, ou les philosophes gouvernants. Non pas parce qu'on aurait besoin de techniciens, en théorie, mais parce qu'on aurait besoin d'êtres humains capables de penser avant d'agir. Et voici ce qui est essentiel. Ce roi philosophe, ça peut être vous. Pas au sens littéral, mais symbolique. Vous pouvez devenir le dirigeant lucide de votre propre vie. Vous pouvez apprendre à conduire vos désirs avec discernement. Vous pouvez prendre des décisions qui élèvent et non qui blessent. Vous pouvez prendre soin de votre intériorité comme quelqu'un qui comprend que son âme est une ville entière, faite de voix, de conflits, de demandes et d'avenir. Voilà le véritable retournement. Pas une révolution armée, mais une transformation réfléchie. Pas une imposition collective, mais un engagement intime envers la lucidité. Car au fond, aucune cité ne sera juste tant que ses habitants seront perdus d'eux-mêmes. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous l'avez senti. Vous avez été provoqué, non pas à croire, mais à questionner.
non pas à suivre, mais à réfléchir, non pas à obéir, mais à reconstruire. Vous avez compris que penser est un acte de courage, que aimer exige de la maturité, que la beauté nous guide vers ce qu'il y a de meilleur en nous, que sans vertu, la politique n'est que spectacle, et que sans conscience, la liberté devient vacarme. Vous avez vu que le pouvoir, lorsqu'il tombe entre de mauvaises mains, détruit, mais lorsqu'il rencontre une âme cultivée, il édifie. Maintenant, arrêtez-vous, respirez profondément, regardez-vous. Êtes-vous encore la même personne que celle qui a commencé ce voyage? Peut-être pas. Peut-être êtes-vous plus inquiet, moins certain, plus ouvert. Peut-être êtes-vous silencieux, mais d'un silence de digestion intérieure. C'est ça, l'effet de la philosophie vivante, pas celle qui orne les livres, mais celle qui vous oblige à vous revoir. Et alors vient la question finale. Que ferez-vous de tout cela? Allez-vous laisser cette réflexion se perdre dans la routine? Ou allez-vous transformer votre façon d'être au monde? Allez-vous traiter ce contenu comme un divertissement intelligent? Ou comme un rappel vital que vivre en vérité demande du travail? Le choix vous appartient. Il vous a toujours appartenu. Mais si ce voyage vous a touché, si cela a réveillé quelque chose en vous, alors voici une simple demande. Aimez cette vidéo. Cela montre qu'il existe encore des personnes qui cherchent plus que de la distraction, qu'il y a encore une soif de profondeur, de cohérence, de transformation. Et si vous voulez continuer ce chemin avec nous, abonnez-vous à la chaîne. Car ici, vous ne recevez pas de réponses toutes faites. Vous recevez des questions qui changent une vie. Et avant de partir, un merci sincère pour votre écoute attentive, pour avoir ressenti avec nous, pour avoir pensé vraiment. Vous venez de prouver que la philosophie est toujours vivante, qu'elle bouscule encore, qu'elle transforme encore. On se retrouve très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de votre âme, car au fond, elle est et sera toujours votre véritable cité.